Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Bienvenue dans les vraies voix, 17h04, en direct sur Sud Radio. C'est déjà la dernière de la semaine, sniff sniff. Voilà, vous déjà. avez passé une belle Philippe. semaine dans les vraies voix. Oh, écoutez, j'ai survécu à vous, donc je suis heureuse. À moi, c'était facile de survivre. À Philippe Bilger, c'est déjà plus compliqué. Hein. C'est dur. Stéphanie a été vaillante avec vous toute la Beaucoup de semaine. courage, beaucoup de courage. J'ai l'impression que, comme Cécile, elle va demander une prime de pénibilité. Et je l'ai équivalente à déjà un an du fait, salaire de- je sors du bureau de Patrick Roger, je lui ai C'est comme demandé une prime Cécile, de un an du salaire pénibilité. de Neymar par mois, c'est ça? Exactement, oui, bon alors ça va être dur. Personne n'habite quai des Orfèvres à cette table. Non, non. Ah oui, je sais pourquoi. Et Non, oui, c'est très cher. hein. Et oui, rue la plus chère de France, Ah oui. publiée aujourd'hui par les meilleurs agents dans Aujourd'hui en France. 23 000. Et à Bordeaux, Virginie, j'ai regardé pour vous, rue Mably. Non, vous n'y habitez pas. Voilà, 7 085 € du mètre. Bon, c'est moins que les 23 000 € de la quai des Orfèvres. Ah, c'est sûr. Voilà, donc je vais pouvoir m'acheter ça avec la prime de pénibilité. Oh, bah, c'est fabuleux. Voilà. Vous nous inviterez Bonsoir à la tous, crémaillère. en tout cas. Au sommaire ce soir, fausse interview de Michael Schumacher par ChatGPT. L'IA vous fait-elle peur? À 17h30, le robot conversationnel n'a pas fini de faire parler de lui. Dernière illustration en date qui crée donc la polémique. L'ancien champion de F1 est sorti de son coma à l'occasion d'un entretien réalisé avec le Chatbox, publié ce mercredi par le magazine allemand Die Aktuell. La famille Schumacher est vent debout. Pour certains, c'est l'interview de la honte. Pour d'autres, c'est la démonstration de ce dont est capable de faire donc ce petit robot ChatGPT. Et malheureusement, Stéphanie, ces capacités ne risquent pas d'être utilisées en permanence à bon escient. Alors, est-ce que vous, l'intelligence artificielle fait peur? On avait fait un débat il y a quelques mois à ce sujet où on pourrait dans quelques temps, on peut même a priori déjà cloner totalement la voix d'une personne. On l'a vu pour Michael Schumacher. Et c'est-à-dire vous faire dire des choses que vous n'avez jamais dites, voire même des vidéos qui pourraient carrément truquer votre personnage. Est-ce que vous, ça vous fait peur? Venez nous le dire au 0826 300 300. Est-ce que c'est bien vous ce soir? C'est moi. Bon, ça va. Et vous aussi, c'est bien vous. Je crois. C'est parfait. Les murs aux frontières de l'Union européenne sont-ils pour vous une bonne solution pour lutter contre l'immigration clandestine? À 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Le Parlement européen ouvre la voie à un financement par l'Union européenne de ces fameux murs anti-migrants. Il y a 2 ans, 12 pays d'Europe avaient sollicité Bruxelles pour qu'elle mette la main au portefeuille, mais la Commission européenne y a toujours été hostile. Elle l'est d'ailleurs toujours, mais le Parlement ouvre avec ce vote la voie, ce financement. C'est donc peut-être un changement de cap qui s'annonce. Et c'est la droite européenne, le Parti populaire européen, qui s'en réjouit et salue une avancée dans la politique européenne en matière d'asile et d'immigration. Alors est-ce que pour vous, construire des murs, c'est ce qui permettra de solutionner le problème de l'immigration illégale, ou ce n'est pas si simple que ça? Dans tous les cas de figure, on vous attend, toujours au même numéro, le 0826 300 300. Voilà, on en débattra donc avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger est allé ouvrir un sac Il a de amené saucissons. des saucissons. Un sachet de saucissons. Vous savez tout sur les vraies voix. Comment ça fait Voilà, des ça fait nourritures depuis intellectuelles? le début du générique qu'il essaye d'ouvrir son Mais je sachet. vais y arriver. Hein. On va vous aider à la Ça pub. y est, ça y est. Donc Philippe Bilger, comment ça va? Vous Mais ça avancez va, avec vos petits saucissons. Vous voyez, j'ai des obstacles qui résistent davantage que la contradiction intellectuelle. Oh, Vous êtes voilà, plus fort toujours le sens de la intellectuellement, formule. physiquement, Mais manifestement. il faudrait que je demande à notre animateur. Mais moi, là, je vais qui vous l'ouvrir, sait vous tout inquiétez faire. Allez. Donc président de l'Institut, on ne vous présente plus de la parole et auteur de livre propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie. René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Bonsoir. Bonsoir. Le plus grand, Il faut toujours rajouter énorme patron de presse. énorme patron de énorme. presse. Vous ne connaissiez pas cette règle, Stéphanie. Non, Lorsqu'on excusez-moi. présente René Chiche, il y a quelque chose d'hyperbolique. C'est l'hyperbole de l'hyperbole. XXL. Il a tout compris. Très bien, j'y penserai pour la prochaine fois. Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futur AE, école des métiers de demain dans les industries créatives. Bonsoir. Virginie n'a besoin que de la vérité. Eh bien, on la dira ce soir. Et tout de suite, donc, c'est le tour d'humeur des chroniqueurs. Les vraies voix Sud Radio. Est-ce que vous êtes en forme, les vraies voix, pour cette dernière de la semaine?
Oui. Mais vendredi, c'est Virginie. J'avais pas fait ce jeu de mots. C'est Virginie qui l'a fait en rentrant. J'ai dit vendredi, c'est ravioli. Mais dis donc, vendredi, c'est Virginie. je suis en forme, mais avec, comme je l'ai écrit sur notre WhatsApp, une larme médiatique et sincère pour Virginie, dont c'est la dernière. Et on retrouvera Je confonds les femmes. J'ai pourtant bien tenté les mèches blondes pour ressembler à Cécile cette semaine. Ce qu'il y a d'impressionnant avec Philippe Bilger, c'est qu'il drague tellement de lièvres à la fois. Et voilà. Oui, du coup, vous perdez. Pardon, je n'ai fait offense à aucune. Absolument. Chacune est très flattée, en fait, d'être si confondue. Si je vous avais appelé René, je comprends. Je la sens bien, cette émission. Je la sens bien, cette émission. Entre Virginie Calmels, qui m'a un petit peu tensé à mon arrivée, sur mon nom de famille. Oui. Maintenant, il y a Philippe Bilger. D'ailleurs, je lui ai fait un cadeau empoisonné parce que c'est moi qui lui ai redonné le paquet. Il est encore en train d'essayer de l'ouvrir, je précise. Alors, on va à Béziers retrouver notre auditrice, Muriel. Bonsoir, Muriel. Bonsoir, Muriel. Bonsoir tout le monde. On va très bien, comme vous. À part que je ne peux pas rigoler avec vous, mais bon. Mais si, au contraire. Alors, vous savez que vous allez devoir faire un Kikadi. Et aujourd'hui, c'est un Kikadi, pas Mickey des hannetons. Vous réfléchissez déjà à qui vous allez affronter? Ah non, je ne sais pas du tout. Eh bien, écoutez, je sais que Bilger est très fort. Maintenant, je l'avais déjà battu, mais bon. Oh bah écoutez, on vous laisse réfléchir. En attendant, on va écouter vous êtes notre auditrice, la porte est ouverte. La chanson du jour. Eh oui, Nina Simone, pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans aujourd'hui qu'elle tirait sa révérence. Le 21 avril 2003. Alors elle avait fait My Baby Just Cares For Me, elle avait fait plein d'autres chansons. Et Feeling Good. Et oui, on vous compte sur vous pour la chanter. Ah ben non, je la connais pas. Alors elle avait fait aussi une super version de My Way. Absolument. Ah oui, qu'on entend dans le film de Guillaume Canet à la fin. Exactement. Les petits mouchoirs. Comme d'habitude, vous avez toujours des relations, très bonnes Bien vu. C'est vrai, elle a fait d'excellentes chansons. Allez, c'est l'heure du réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre le simplisme qui voudrait qu'Emmanuel Macron soit seulement déconnecté, imbu de lui-même et arrogant. Oui, on a hier évoqué longuement le sondage IFOP fiducial, et il est vrai que dans les pourcentages les plus faibles, donc les plus critiques, il y a orgueil, arrogance, imbu de soi-même, peu rassurant. Alors je comprends tout à fait qu'on ait le droit de le juger comme tel, mais on ne peut pas tout dire et défier le réel. Lorsqu'on a un président qui, par exemple, aussi bien avant-hier qu'à Ganges hier, ou avant-hier, peu importe, je m'y perds dans ces sorties du président. C'était tout le temps. Où finalement l'ambiance demeure à peu près la même. Eh bien, on ne peut pas dire que le président qui accepte, par exemple, je me souviens d'une image en Alsace, ma chère Stéphanie, où on voit une jeune femme, mais pratiquement à 10 mm l'insulter, et un président qui ne réagit 10 pas, mm, ça fait 1 cm. qui reste imperturbable et qui probablement n'est prêt qu'à dialoguer. On ne peut pas dire qu'il soit arrogant et imbu de lui-même. En tout cas, on doit nuancer cette appréciation négative. Voilà ce que je voulais dire en évoquant le simplisme, puisqu'il peut arriver que le simplisme résulte même d'une opinion majoritaire. Virginie Calmès, le simplisme, une chose inconnue de Philippe Bilger. Non, mais je partage ce que vient de dire Philippe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors il faut dire, il a raison, parce que sinon... Voilà. dit autrement. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est dommage d'aller dans l'outrance et comme vous le savez, c'est Talleyrand qui disait tout ce qui est excessif est insignifiant. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire aujourd'hui sur le président, mais pas en tombant dans ces outrances. Et je salue quand même, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est en train de le faire, sa capacité à aller au contact. Et ça avait valu... un certain courage. Voilà, c'est un certain courage. Ça avait valu à Emmanuel Macron
à mon avis, rappelez-vous, dans l'entre-deux tours de la présidentielle de 2017, quand il était allé chez Whirlpool, il avait montré qu'il affrontait, qu'il était au milieu des revendications fortes qui étaient là. Et je crois que c'était très positif. Il est en train de renouer un peu avec ça. Évidemment, il va prendre des huées et peut-être même des claques, il en a pris. Il en a déjà eu. Mais justement, Virginie, pardon, je ne veux pas vous empêcher. Non, mais j'ai peur pour lui. Je vais dire. Je pense qu'il faut faire attention aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Vous avez entièrement raison. Très bien, continuez. Non, mais sérieusement, parce que je n'approuve pas du tout cette Macron qu'on n'arrête pas de Macron bashing. Macron en bon français. Voilà. Moi, je trouve que c'est un président qui, pour moi, n'est ni arrogant. Il y a quand même eu quelques phrases, malheureusement. On a le droit de commettre des maladresses. Je ne le trouve pas arrogant. En tout cas, il y a eu quelques maladresses. Quand même. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ceux qui ne sont rien. Ça n'a pas forcément été bien accueilli. Arrogant. Je trouve que c'est un président qui va au contact, comme l'a d'ailleurs Virginie et Philippe, qui dialogue avec les gens quand il doit y aller. On lui a reproché à un moment donné de ne pas aller au dialogue. Dès qu'il va au dialogue, de toute façon, on le critique. De toute façon, Emmanuel Macron, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il mange, quoi qu'il boive, il sera critiqué jusqu'à la fin de son mandat. Mais c'est pas qu'Emmanuel Macron là, c'est la classe politique et les en général. Oui, sûr, mais c'est pas que lui. Je veux dire, ce traitement-là est à peu près valable pour toutes les personnes. Bien sûr, mais c'est vrai que là, j'ai adoré la phrase. Moi, René Chiche, je ne le trouve pas arrogant. Merci en tout cas. Écoutez, on venait de citer Talleyrand, René Chiche pouvait bien s'auto-citer. Bon, allez, on se retrouve dans quelques instants. C'est déjà l'heure de la coupure pub avec notre grand débat. Fausse interview de Michael Schumacher par ChatGPT. Lia, vous fait-elle peur? Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Stéphanie Demuru. Et on est heureux de vous accueillir en cette fin d'après-midi en direct sur Les Vraies Voix. Philippe Bilger, René Chiche, Virginie Calmels nous accompagnent. Et tout de suite, Félix Mathieu et les 3 mots dans l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio. Les 3 mots, Félix, regret, scooter et revers. Mea culpa des ministres Gérald Darmanin et Christophe Béchu. Ils regrettent de ne pas avoir voté le mariage pour tous il y a 10 ans. François Hollande, lui, regrette de ne pas avoir été plus loin à l'époque. 3 policiers suspendus et placés en garde à vue, soupçonnés d'avoir volontairement percuté un scooter monté par 3 adolescents à Paris. La conductrice est grièvement blessée. Et puis revers pour Éric Dupond-Moretti. Le Conseil constitutionnel refuse de juger la perquisition au ministère de la Justice comme étant contraire à la Constitution. Les Vraies Voix Sud Radio. Et oui, un anniversaire après-demain et des regrets tous azimuts. Il y a 10 ans était adoptée l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Et parmi ceux qui ont des regrets aujourd'hui, il y a celui qui disait ça à l'époque. Je pense que le mariage c'est un homme et une femme et qu'un enfant est né d'un homme et d'une femme. Je m'excuse de cet accès de révolution et j'espère que mes électeurs me le pardonneront. Votre projet de loi est donc néfaste pour le mariage et l'adoption des couples hétérosexuels car vous changez le droit pour eux. J'espère que plus tard la rééducation de la police de la pensée me permettra de pouvoir penser l'inverse. Eh ben oui, il ne croyait pas si bien dire à l'époque. Le jeune député UMP Gérald Darmanin, police de la pensée ou pas, en tout cas devenu ministre de l'Intérieur, il fait aujourd'hui son mea culpa sur le sujet. L'expérience de la vie relativise ou fait changer d'opinion. Ça m'a fait du bien d'être maire, d'avoir l'expérience de la vie des gens. Je suis conseiller municipal. Si un couple gay souhaite que je les marie, je le ferai bien volontiers comme tout couple. Je pense que c'était une erreur de ma part de voter contre le mariage pour tous. C'est bien d'abord que les hommes politiques reconnaissent leurs erreurs. C'est pas facile. Je me suis trompé. Je le reconnais évidemment. Si j'ai blessé des gens, et j'ai eu sans doute des propos pour blesser des gens, là je pense que c'est pas le rôle d'un homme politique de le faire et c'était aucunement mon envie. Et par ailleurs, je crois que la gauche, à ce moment-là, le Parti Socialiste, le président Hollande en particulier, a eu raison. Et eu raison contre la droite qui était, je crois, un peu décalée. Gérald Darmanin ce matin chez nos confrères de Radio France. Discours quasi similaire de son collègue ministre de la Transition écologique Christophe Béchu sur France 2. J'ai voté contre ce texte. Si c'était à refaire aujourd'hui, je voterais oui. J'ai eu l'occasion au cours de ces dernières années de marier à leur demande de très nombreux couples de personnes de même sexe et de mesurer que par rapport au fantasme que ça allait bouleverser ou détruire une partie de la société, rien de tout ça n'est arrivé et que ça consacre au contraire des formes d'union et d'amour qui sont aujourd'hui beaucoup mieux acceptées
Et heureusement, parce que on s'aperçoit que ça permet des épanouissements. Et pourquoi la droite s'était positionnée comme ça à l'époque? Il faudrait presque faire de la sociologie pour savoir quel était le contexte, parce qu'encore une fois, à l'époque, c'est la quasi-totalité de la classe politique, de la droite et du centre, qui était sur ces positions. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est 90-95% de la classe politique qui se retrouverait à voter un texte de ce type. Des regrets pour les ministres, mais il n'y a pas que. Je n'aurais peut-être pas la même attitude aujourd'hui sur ce sujet confié à Éric Ciotti, ça c'était il y a quelques années déjà. Sur le mariage homosexuel, j'ai changé d'avis parce que tout simplement j'ai réfléchi, avait aussi affirmé Valérie Pécresse. Quant au président de l'époque, François Hollande, il s'exprime aujourd'hui auprès du journal 20 minutes pour cet anniversaire, regrettant lui de ne pas avoir été plus loin en 2013 en étendant la procréation médicalement assistée aux couples de femmes à l'époque. Je sais ce que ça a représenté pour beaucoup de femmes qui attendaient depuis longtemps de pouvoir disposer de la PMA. J'espérais qu'après moi, ça se fasse vite, mais hélas, il a fallu encore attendre, dit aujourd'hui l'ancien président de la République. La PMA avait été étendue en 2019. On va faire réagir un petit peu les vraies voix. Alors, Philippe Bilger, erreur, comme le dit Gérald Darmanin, ou sens du vent qu'on reproche parfois aux hommes politiques quand même? Il n'y a pas de risque. La droite républicaine est prête à se repentir lorsqu'il n'y a plus aucun risque. Donc, moi, je trouve d'ailleurs sincère Gérald Darmanin. Il dit d'ailleurs dans le même entretien. Oui, mais il aurait pu ne pas le dire. Virginie, il aurait pu ne pas dire. Stéphanie, enfin, décidément. Est-ce que alors j'ai l'Alzheimer médiatique? Non, mais tant que vous m'avez pas Cécile, Gérald Darmanin dit aussi quelque chose d'important lorsqu'il affirme que il constate que les actes homophobes s'amplifient et qu'il faut trouver un autre logiciel pour les réprimer. Oui, Philippe. Oui, René. Oui, allez. Non, je vais être bref. Bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, pourquoi pas. Mais est-ce que vous imaginez Gérald Darmanin ou Christophe Béchu dire publiquement « Non, je ne regrette pas mon choix d'il y a 10 ans ». Il n'aurait pas pu le faire. Ce qui a coûté Matignon à Catherine Vautrin il y a un an. Oui, mais il pouvait ne pas en parler. Non, mais si on les interroge, ils sont obligés de répondre. Ce matin, moi je l'ai vu, Christophe Béchu, il était en direct, il est obligé de répondre. Et puis dernière chose très rapide, c'est que j'ai vu des extraits des débats justement par rapport à cette loi, en comparant ceux avec aujourd'hui sur la retraite, mais c'était quasiment pire au niveau des insultes et des noms d'oiseaux. Je ne sais pas si vous avez vu des extraits des débats à l'Assemblée nationale. C'était énorme. Cécile Calmel. Bon, moi j'ai vraiment un regret, c'est que la droite n'ait pas fait l'union civile et que toutes ces personnes de droite qui sont en repentance aujourd'hui, il y avait ce projet-là. C'est-à-dire, moi j'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas nier. Ça s'appelait le CUC, le contrat d'union civile au départ. Et il ne fallait, pour moi, il ne faut pas nier l'existence de l'amour entre deux personnes du même sexe. Et la droite avait une réponse à ça. Elle avait proposé cette fameuse union civile, qui était sans doute ce qui aurait le moins divisé les gens, parce que cette notion de mariage était quand même un nom qui pouvait apparaître il y a 10 ans transgressif. Et c'est dommage que la droite n'ait pas fait l'union civile, parce qu'elle aurait montré qu'elle est capable de sortir de son conservatisme, et pas uniquement 10 ans plus tard pour des raisons un peu quand même électoraliste et de tendance, et je pense que la droite se serait enorgueillie de passer l'union civile. Ça n'a malheureusement pas été fait sous Nicolas Sarkozy, et c'est dommage. Et tous les homosexuels n'étaient pas pour le mariage. Absolument. Donc un Dominique Fernandez qui avait été étincelant pour démontrer que justement être homosexuel devait défier les règles et au fond qu'il fallait rester d'une certaine manière un peu sauvage. Alors Phoenix, on en vient Phoenix. Félix. Décidément, aujourd'hui, vous êtes vous êtes le phénix des autres de ces voix. Voilà. Alors, témoin. On en vient à ces 3 policiers placés en garde à vue, soupçonnés d'avoir voulu camoufler la vérité après avoir blessé des adolescents à scooter. Oui, les faits remontent à la semaine dernière, jeudi, peu avant minuit, à Paris. 3 adolescents sur un scooter âgés de 17, 14 et 13 ans. L'un ne porte pas de casque. Les policiers veulent contrôler le scooter, mais celui-ci prend la fuite, emprunte une rue à contresens. Les 3 jeunes finissent sur le trottoir après une chute. Très
très grièvement blessée. La conductrice de 17 ans a été hospitalisée. Aux toutes dernières nouvelles, ses jours ne seraient plus en danger. Alors, dans un premier temps, en tout cas, les policiers affirmaient que l'adolescente avait perdu toute seule le contrôle de son scooter. Sauf que, selon une témoin, la voiture de police l'aurait percuté, ce scooter, pour empêcher le délit de fuite. Une policière aurait même obligé cette témoin à supprimer la vidéo de son téléphone en la menaçant. Alors, ce matin, avant même l'annonce officielle de leur mise en garde à vue, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en appelait à suspendre ces policiers. Je crois comprendre que les témoignages des policiers du premier jour ne sont pas ceux d'aujourd'hui et qu'ils reconnaissent des gestes qui ne sont pas appropriés. À partir du moment où il y a un changement de version et qu'effectivement ils n'auraient pas respecté le droit, il est évident qu'il faut les suspendre. Donc je l'ai demandé au préfet de police de le faire le plus rapidement possible, parce qu'il y a la présomption d'innocence bien évidemment. J'ai une pensée bien sûr pour l'une des jeunes filles, si j'ai bien compris, qui était sur ce scooter, qui est entre la vie et la mort. Il est évidemment inacceptable et aucun refus d'obtempérer ne justifie que la police outrepasse évidemment le droit et la déontologie. Gérald Darmanin, toujours chez nos confrères de Radio France. Et on termine par ce revers pour Éric Dupond-Moretti. Le Conseil constitutionnel rejette une question prioritaire de constitutionnalité sur le régime des perquisitions dans les ministères. Question soulevée par la défense du garde des Sceaux au sujet des accusations de prise illégale d'intérêt qui le visent. Les avocats du ministre de la Justice, sous la menace d'un procès devant la Cour de justice de la République, estimaient que la loi française, en ne prévoyant aucune restriction lors des perquisitions dans un ministère, enfreignait le principe de séparation des pouvoirs, séparation entre pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Sauf que le garant de la constitutionnalité des lois rappelle que ce principe qui régit les institutions n'est pas en tant que tel un droit ou une liberté que la Constitution garantit aux justiciables. Il ne peut pas donc, ce principe de séparation des pouvoirs, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, question inopérante donc viennent de trancher les sages. Merci beaucoup Patrick Roger. Et on revient. Ça, c'est un compliment. Je suis en phase de bilgérisation. Maintenant que j'ai enfin compris qu'est-ce que Stéphanie et Virginie. Non, mais c'est pas grave, c'est pareil, ça sonne pareil. Il faudra à chaque fois indiquer si c'est Alzheimer ou la lucidité. Mais non, Philippe, voyons. Philippe, c'est inquiétant. Allez, on va rester avec nous. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pub, pour les vraies voix et notre débat. Fausse interview de Michael Schumacher par ChatGPT. Est-ce que ça vous fait peur, cette intelligence artificielle ? Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre en direct sur Sud Radio. J'espère que vous allez bien. C'est le début du week-end pour beaucoup. Bientôt les vacances, même les vacances. Donc ça doit bien aller, n'est-ce pas Philippe ? Vous aussi, vous êtes en vacances ? Non, pas de vacances. Bon, mais on embrasse Cécile qui est en vacances et qui reviendra mardi. Et qui reviendra la semaine prochaine. Je suis soulagée de... Je vais très bien, ma chère Stéphanie. Oui, très bien. Ah, vous êtes salé. Ça y est, il aura fallu 30 minutes. Il a fallu 5 jours. Philippe Bilger, donc René Chiche, Virginie Calmel, c'est tout de suite, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Michael Schumacher serait-il de retour ? Eh bien non, malheureusement, il s'agit d'une fausse interview de l'ancien champion de F1 réalisée par un robot conversationnel qui a été publié ce mercredi par le magazine allemand dit Aktuell. Autant vous dire que la famille Schumacher n'a pas vraiment apprécié l'initiative. Beaucoup dénoncent le procédé, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, Philippe, c'est vraiment la démonstration de ce dont est capable et c'est peu à côté de ce qu'elle sait faire, l'intelligence artificielle. Absolument, et malheureusement, ses capacités sont quasi illimitées, à tel point qu'on a pu faire croire dans un média sérieux allemand que Michael Schumacher avait donné une interview. Alors vous, est-ce que ça fait peur ? Est-ce que vous avez peur que demain on retrouve une vidéo de vous sur les réseaux sociaux racontant que la Terre est plate ou je ne sais quoi de totalement farfelu? Est-ce que ça vous fait peur pour votre vie? Ça vous fait peur pour vos emplois? Parce que des millions d'emplois sont menacés dans le monde. Dans tous les cas de figure, venez nous en parler au 0826 300 300. Vous l'appelez Michel, vous? Michel. Il est allemand, c'est Michel en allemand. Je sais. Ouais. Nous sommes avec... Michael Schumacher. Bon, je ne m'y risquerai pas, malgré les 7 ans d'allemand. Nous sommes avec Laurent Alexandre, médecin, essayiste, auteur des livres La guerre des intelligences, intelligence artificielle versus intelligence humaine, et également La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT qui sortira le mois prochain, les deux publiés chez Lattès. Bonsoir Laurent Alexandre. Bonsoir.
Un débat passionnant qui nous attend ce soir avec nos vraies voix. On va également être avec Muriel de Béziers qui nous accompagne et qui pourra intervenir quand elle souhaite, hein, Philippe. Absolument, on va faire un tour de table. Ça vous fait peur, Philippe, l'intelligence artificielle, quand on voit qu'on a pu dire qu'il y avait une interview de Michael Schumacher qui n'est malheureusement plus en état de donner une interview, c'est fou. Ça me fait peur, mais si vous me permettez, même sur ce sujet grave, une plaisanterie, il y a certains aides dont je souhaiterais que l'intelligence artificielle prenne la relève de leur personnalité. Faut pas se tromper sur les prénoms, par exemple. Je ne parle pas de qui, je ne nomme personne. Mais j'ai senti un regard vers moi. Non, pas du tout. Je ne me permettrai pas de mettre en cause ce plateau exceptionnel. Mais plus sérieusement, et je suis très curieux d'entendre l'avis du docteur Alexandre, ça me fait très peur et je me demande jusqu'où ça ira. Initialement, je pensais qu'il y avait peut-être là quelque chose qui allait amplifier la liberté et la qualité humaine, mais je suis obligé de constater, après une réflexion sans doute trop courte, que ça n'est pas le cas. Et j'avoue que je me trouve dans un océan d'indécision à ce sujet. Virginie Calmels. Plusieurs remarques. La première, c'est que je trouve extrêmement choquant, et ça s'applique d'ailleurs pas uniquement à ChatGPT, mais à n'importe quelle information, qu'on présente une information sans en donner l'origine. C'est-à-dire que là, on est dans de la manipulation, c'est-à-dire que non seulement on ne dit pas que c'est issu de ChatGPT, mais ils font leur une en prétendant que c'est la première interview de Michael Schumacher depuis... Donc c'est extrêmement... c'est malhonnête et c'est de la manipulation. En tout cas en couverture, oui. Après on apprend... Voilà, mais c'est grave quand même, parce qu'on est dans un monde de la rapidité, les gens ne vont pas à l'essentiel. Donc d'abord, il y a une volonté, me semble-t-il, de vendre du papier. Exactement, de faire du buzz et d'induire en erreur le lecteur. Donc ça, c'est grave. Et ensuite, je pense, mais on y reviendra dans le débat, qu'il faut, comme tout, fixer des limites. Internet pouvait faire peur. Internet a apporté également énormément de choses positives. Je pense que ChatGPT, c'est un peu comparable. Il y a des choses positives, mais il y a des limites à rapidement mettre en œuvre. La vision du papier. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Virginie. Il faut, je crois, maintenant essayer de réguler cette intelligence artificielle. Bon, on ne parle pas que de ChatGPT, on parle de l'intelligence artificielle en général. Non, mais là, elle existe déjà dans plein de domaines de notre vie quotidienne. Hein, l'intelligence artificielle, elle existe dans les voitures intelligentes, dans les réseaux sociaux, dans le commerce en ligne. Dans la santé, elle dans fait la santé, bien sûr, même dans l'expertise juridique aussi. Alors, l'intelligence artificielle, pour moi, ça peut être positif dans certains domaines, parce que ça peut effectivement apporter des systèmes plus précis, plus rapides, plus efficaces dans plein de domaines, les systèmes de traitement de gestion des données financières, de gestion de paye, etc. Ça peut être un élément très positif. Par contre, effectivement, maintenant, si on revient à cet exemple de Michael Schumacher, comme vous dites, là, ça fait très très peur. Vous savez que par exemple, il y a même... Outre ChatGPT, vous savez que par exemple même Google a mis au point un nouveau système d'intelligence artificielle qui permet d'écrire des scénarios et des films grâce à un nouveau truc qui s'appelle Dramatron. Absolument. Mais il y a plein de choses qui se passent. D'ailleurs, c'est un domaine. On sera meilleur que les frères. Voilà. Laurent Alexandre, Laurent, pardonnez-moi, on va aller voir Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, quand Elon Musk, quand même, qui est pas le dernier en matière de nouvelles technologies, nous dit l'intelligence artificielle présente un risque majeur pour l'humanité. Il demande, ainsi qu'une centaine d'experts, une pause de 6 mois dans la recherche. Il pointe les menaces sur la démocratie, il exprime les craintes envers des robots incontrôlables qui surpasseraient l'être humain. Vous répondez quoi ? Alors d'abord, le moratoire qu'a envisagé Elon Musk, il n'aura pas lieu. Et d'ailleurs, Elon Musk a annoncé avant-hier qu'il allait créer une super intelligence, plus intelligente que ChatGPT, qui aura une parfaite compréhension de l'univers, avec l'argument qu'une intelligence artificielle super intelligente respectera l'humanité parce qu'elle en comprendra le caractère précieux. Donc vous voyez que cette affaire de moratoire est une affaire un peu compliquée et qu'il n'y aura pas de moratoire. Non, mais en tout cas, dans l'idée d'un grand danger, quoi, tout simplement. Non mais attendez, nous sommes face à une vague technologique qui va durer des décennies, qui est d'une violence absolument incroyable. Il n'y a pas que le problème de
des faux documents, des fausses vidéos qui vont pouvoir être créées par n'importe qui sur ton téléphone demain gratuitement. Il y a aussi le fait que ChatGPT est meilleur que les neurochirurgiens aux épreuves du board américain de neurochirurgie, a les meilleures copies au board américain, à l'examen du barreau américain pour devenir avocat. Et le quotient intellectuel verbal, c'est-à-dire la maîtrise de la langue par ChatGPT a été évalué il y a 10 jours. GPT-4, dans sa dernière version, a un quotient intellectuel verbal de 155, c'est-à-dire supérieur à 99,989% des Français. Donc nous sommes face à une véritable révolution. Nous avons créé un robinet infini de création d'intelligence artificielle gratuite et il va bien falloir organiser cette société où l'intelligence va devenir gratuite et infinie avec une intelligence artificielle qui va dépasser l'intelligence humaine de façon absolument extraordinaire. Il faut que nous préparions à cette tornade. René, oui, Philippe. Pardon. Est-ce que vous voyez cela, docteur, comme une possibilité d'amplifier la nature humaine ou c'est un danger auquel elle ne pourra pas s'affronter victorieusement ? Si on continue à ne pas se préparer à la tornade technologique, on va vers un accident social et un accident politique. Que va-t-on faire des gens moins intelligents que GPT-4 ? Quand on voit l'état du système de formation professionnelle des adultes, quand on voit l'état de l'éducation nationale, qui n'a pas commencé à travailler sur ces sujets-là, on ne peut qu'être inquiet. Moi, je rêverais que le ministre de l'Éducation, Pape Diaye, fasse conférence de presse sur conférence de presse pour expliquer où en est l'éducation nationale dans sa préparation au tsunami de GPT-4. Surtout que nous ne sommes qu'à quelques mois de GPT-5. Donc il y a urgence, il y a le feu au lac et nous ne nous y préparons pas. Donc oui, l'intelligence artificielle peut faire des choses extraordinaires. René, le vice-président de Google, excusez-moi une dernière seconde, a annoncé la semaine dernière qu'il pensait que grâce à ChatGPT et ses successeurs, la mort de la mort pourrait arriver dès 2029, c'est-à-dire dans 6 ans. Vous voyez qu'il peut aussi y avoir des avantages à l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que des catastrophes. Mais il faut bien sûr organiser notre société. Voilà, je voulais vous poser une question, Laurent Alexandre. On sait qu'il y a eu des systèmes d'intelligence artificielle qui ont été plus fortes que l'homme. Je parle par exemple du jeu de dames, du jeu d'échecs. On se souvient que Kasparov avait été battu par une machine. On sait aussi qu'il y avait eu un grand tournoi, je crois, au Japon, de jeu de Go, où c'est la machine qui a gagné. Alors, c'est un peu la grande question qu'on peut se poser. Est-ce que finalement, la machine, dans certains secteurs bien précis, peut être plus forte que l'homme ? C'est ça aussi le danger. Elle l'est aujourd'hui, si vous prenez les résultats américains, elle est supérieure à l'immense majorité des avocats, elle est supérieure à une majorité des médecins, des neurochirurgiens, et nous sommes au tout début de ce processus. Donc il faut réfléchir à un monde où l'intelligence artificielle va être au-dessus de nous. Le problème n'est pas d'être au-dessus de l'intelligence artificielle, on ne le sera pas. Notre problème, c'est que nous, plus l'intelligence artificielle soit supérieure à l'intelligence artificielle sans nous. C'est ça le vrai débat aujourd'hui, c'est ça le vrai sujet. Mais Laurent Alexandre, pardonnez-moi de vous couper, mais c'est vrai que ça n'est pas possible. Parfois, le propos doit être nuancé. Là, je disais des profs de faculté américains qui affirmaient quand même que le chatbox était incapable de produire un argumentaire solide. Moi-même, alors j'ai essayé parce que je vous cache pas que je m'en sers parfois pour aider mes enfants à faire les devoirs. C'est le petit secret. Je leur dis pas, mais c'est vrai qu'il me fait des rédactions, c'est assez époustouflant, très construites, avec un plan très argumenté. Mais c'est vrai que quand on tape parfois les sujets qu'on connaît, ça tape à côté. Moi, il m'a attribué le prix Albert Londres et 3 bouquins sur l'Afghanistan. Donc, et puis une date de naissance de 5 années de moins. Donc j'étais contente. Non, voilà, il y a quand même des erreurs plus sérieusement. Vous utilisez quelle version, ChatGPT ou GPT-4 4. La 4. Et la 3 et la 4, la biographie était différente à chaque fois, donc c'était assez étonnant. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les hallucinations de GPT. C'est l'un des gros enjeux, c'est de les diminuer. Mais elles sont en diminution rapide. Si vous prenez la neurochirurgie, l'intelligence artificielle de Google, Bard, a encore 57% d'hallucinations, c'est-à-dire d'erreurs, alors que GPT-4 n'en a plus que 2%. Donc les hallucinations existent, mais elles sont en train de diminuer rapidement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il vaut mieux bien connaître un sujet pour bien se servir de GPT-4 parce qu'il y a encore des erreurs. Absolument. Ce qui est certain,
ce qui est certain, si vous avez pu le constater, c'est que les capacités rédactionnelles dans toutes les langues du monde de GPT-4 sont absolument éblouissantes. Oui. On peut lui faire simuler des discussions, des débats. Mes enfants se sont amusés à faire discuter Descartes et un électron à propos du Big Bang. Et le résultat est troublant, bouleversant d'inventivité et d'innovation. Nous sommes face à une vraie révolution et il ne faut surtout pas oublier que nous ne sommes qu'à quelques mois de la sortie de GPT-5. Muriel de Béziers, on prend Muriel, notre auditrice qui attend depuis un moment, et vous aurez la parole tout de suite après Virginie Calmel. Muriel de Béziers, ça vous fait peur, vous, l'intelligence artificielle ? Ah bah, moi je dis que c'est la fin de la pensée humaine, hein, parce qu'on va pouvoir faire dire et faire faire à toutes ces machines ce que nous on est incapable de faire. Hein. Donc si c'est à bon escient, bon ben on évolue avec son temps. Si c'est à mauvais escient, et ben alors là on transforme n'importe quoi, toute information en n'importe quoi. La preuve, on parle de Schumacher, on parle de n'importe quoi. Par contre, les robots qui opèrent, etc. Oui. Bon là, d'accord, mais ça me rappelle. Vous vous souvenez quand les fécondations in vitro ou les choses comme ça. Bon ben au début tout le monde s'insurgeait, maintenant c'est devenu un classique, mais vous ne pouvez pas cloner, hein, bien que ça se fasse, je suis sûre, et ça, cette machine, elle est vouée à l'échec de l'homme, hein. Ah bah ça, c'est clair. Ça fait peur. On va faire Virginie Calmel et ensuite faire réagir Laurent Alexandre. Non, deux remarques. La première, c'est que je suis 100% en ligne avec Laurent Alexandre et je pense qu'il a souligné le point le plus clé de tout cela, c'est que c'est l'éducation qui doit absolument intégrer, et on est déjà très en retard, parce que quand vous regardez aujourd'hui les programmes éducatifs, et je rejoins Laurent Alexandre, Pape Diaye ferait mieux de s'occuper de savoir comment nos enfants vont appréhender déjà Internet et les réseaux sociaux. On voit qu'on est en retard. Oui. Alors on n'est même pas à l'ère de l'intelligence artificielle, mais il préfère s'occuper de regarder s'il ne faut pas réformer ou supprimer les écoles privées. Qui marchent bien. Et qui marchent bien. Donc ça me rend dingue. Et je pense que Laurent Alexandre met l'accent exactement là où il faut. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même vivre avec. En revanche, il y a un deuxième point qui me semble crucial. C'est là que le politique a tout son poids. Regardez l'Italie qui a commencé à légiférer en la matière. Comment c'est possible que dans notre pays, on ait pu faire une présidentielle il n'y a même pas un an sans avoir parlé de l'intelligence artificielle, de la robotisation, des jeux vidéo, des hologrammes, bref, de toutes les innovations technologiques qui vont changer totalement le rapport au travail, la réforme des retraites, sans parler de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un hors-sujet pour un étudiant qui passe le bac. On est bien d'accord. Laurent Alexandre. Voilà une solution pour diriger le pays, un robot. Oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Virginie. Il y a le feu au lac en matière de formation, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière GPT-4, il y a les robots équipés de GPT-4. OpenAI, qui est la société propriétaire de GPT-4, est en train de lancer une gamme de robots, les robots Neo, qui vont intégrer GPT-4 puis GPT-5. C'est-à-dire nos femmes de ménage va avoir les capacités intellectuelles d'Aristote, d'Einstein et de Leibniz réunies. Ah oui. Donc on rentre dans un monde très particulier, parce que jusqu'à présent, nous ne sommes pas habitués à ce que notre jardinier ou notre femme de ménage ait les capacités intellectuelles de Kant ou de Leibniz. Nous rentrons dans un monde extrêmement différent, et ça pose d'ailleurs un problème sur la politique d'immigration. La France doit-elle continuer à accepter une immigration peu qualifiée au moment où les robots femmes de ménage vont avoir le niveau intellectuel d'un physicien nucléaire? C'est une vraie question et c'est un sujet qu'il faut aborder très sérieusement aujourd'hui. Laurent Alexandre, l'approche actuelle, c'est la fausse interview en via ChatGPT ou GPT, comme vous préférez, de Michael Schumacher. Je vais demander aux vraies voix de bien écouter. On a un son sur Sud Radio. On ne sait pas si c'est ChatGPT ou si c'est quelqu'un qu'on connaît. On vous laisse écouter. C'est aussi peu plausible que lorsque vous me comparez à Rocco Siffredi. Laurent Alexandre, vous qui êtes médecin, est-ce que c'est ChatGPT ou est-ce que c'est Philippe Bilger qui a tenu ses propos? Oh, ça doit être Bilger. Oui, mais vous vous rendez compte, c'est vrai qu'on termine un débat dérisoire par une conclusion capitale.
Alors, si vous voulez, je vais vous donner quand même un mot qu'on m'a envoyé. C'est une citation de Jean-Philippe Desbiol, le vice-président de Watson, l'intelligence artificielle d'IBM, qui a dit « Notre système éducatif repose sur 2 piliers, l'accumulation des connaissances et la capacité à calculer, les 2 domaines dans lesquels l'IA sera 1 million de fois plus performante. Si on ne change pas, nos enfants seront obsolètes. » Ça fait quand même très peur. Merci beaucoup, Laurent Alexandre, qui a eu la perspicacité des heures de dire que ce n'était pas ChatGPT, mais Philippe Bilger. Bravo. En tout cas, on va encore jouer, puisque dans quelques instants, c'est le quiz de l'actu, après une petite page de pub. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre en direct sur Sud Radio. On vous accompagne, que vous soyez dans votre voiture, tranquillement chez vous, veille de week-end. On imagine la bonne humeur, n'est-ce pas, Absolument, Philippe? Un petit peu comme sur ce plateau. Oh ben, très bonne humeur sur ce plateau. Exactement. Et puis maintenant, c'est l'heure du Kikadi. Alors là... tout à fait. Alors ça, c'est le moment, le point d'orgue un petit peu de cette émission. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et on retrouve notre auditrice Muriel de Béziers. Chère Muriel, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à avec qui vous vouliez vous allier? Vous allez battre le fer. Et compte tenu de la voix que j'ai entendue tout à l'heure, trafiquée par ChatGPT, je vais prendre Philippe Bilger. Rocco Bilger. Vous voyez, Philippe, ça attire. Monsieur Bilger, vous avez une cote d'enfer. Hein. Je vous regarde tout seul. Quasiment tous les jours sur CNews. Alors là, franchement... Allez, c'est parti. Philippe Bilger contre Muriel, Virginie et René. C'est parti. Première question, allez-y Stéphanie. Je ne sais pas discuter avec une casserole, je sais discuter avec des gens. Non. C'est Macron. Non. C'est Macron. Macron, c'est une autre phrase. La phrase, c'était quoi? Je ne sais pas discuter avec une casserole. Macron. C'est Gabriel Attal, mais Macron ne l'a pas dit. Macron, aussi, alors on va même, dire... Philippe. Il n'a pas dit la même chose. Il n'a pas dit la même chose. Non, les casseroles, je fais la cuisine. Les casseroles, c'est je fais la cuisine. Voilà. C'est ça. Non, c'est bien la cuisine. C'est bien Gabriel Attal, donc de point pour personne. Question Kikadi. La politique ne se fait pas depuis un ministère ou seulement à l'Assemblée ou au Sénat. Elle se fait dans le contact avec les Français. Lui. Si bonne réponse de René. Bravo, René. Donc, question. N'essayez pas. C'est bizarre, contre moi, il se rappelle certaines choses. Question Kikadi. Allez. Personne ne brille à côté d'Emmanuel Macron. Jean-François Coppola. Bonne réponse de Virginie. Vous l'avez sorti d'où celle-ci? Parce que je l'ai entendue hier soir sur BFM, je pense. C'est ça. Alors, question, qui qu'a promis? Qui qu'a promis des casseroles aux fesses de Macron jusqu'au retrait de la loi sur les retraites? C'est pas une Binet? Madame Binet? Non. On n'est pas loin. Mais pas syndicaliste. Pas syndicaliste, non, c'est quelqu'un de vulgaire. Oui. C'est une femme vulgaire. Faut-il pas de bonne réponse de Virginie Canel? Question Kikadi. Il n'y a pas une interdiction de manifester et je pense qu'une fois de plus, Jean-Luc Mélenchon est dans la caricature. Gérald Darmanin? Non. Véran? Non. Attal? Non. Eric Woerth? Darmanin? Non. Femme. Une femme. Bonne réponse. Il a été plus Il rapide. la donne. Non, il me la donne. Sinon, j'aurais pas de points. Vous avez 0. Allez, une dernière question. J'ai fait beaucoup pour la lutte contre la fraude. Elle était sociale et fiscale. Eh bien, c'est Eric Woerth. Non, Eric Ah, Woerth. Eric Woerth, Bonne bravo. réponse. Mais on nous l'a métamorphosé. En général, je suis bon. Non, uniquement sur le c'est cinéma. C'est pas René Chiche, c'est son robot. Et lui, il m'a grugé 2 points, lui. Il est énervé parce que j'étais meilleur que lui. Je veux dire, par rapport à René Chiche, ChatGPT, c'est de la repeat sans sonner. Allez, restez avec nous. Muriel, vous avez gagné 10-0. Bravo Muriel. Vous nous êtes lancé dans un comparatif de puissance. Restez avec nous dans quelques instants. Le tour de table des vraies voix et puis le coup de projecteur. Les murs aux frontières de l'UE sont-ils une bonne solution pour lutter contre l'immigration clandestine? Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru.
Et merci de nous rejoindre dans Les Vraies Voix. Est-ce que tout va bien, Philippe, jusqu'ici? Bon, ça va très bien. Bon, très bien alors. Videz-vous la bouche. Est-ce que vous avez votre petit dixième saucisson? Entre vos pâtes d'amande, les saucissons de Philippe Bilger, bon, vous avez amené un délit. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est pour l'ARCOM. Stéphanie nous a amené, comme vous êtes tous les deux alsaciens, un pinot noir d'Alsace. Voilà. Excellent. Exactement. Il y en a encore. Et René, on a bu beaucoup. Hein. Philippe Bilger, vous êtes toujours là. René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre Lève Fonds Presse. Excellent entrepreneur, vous avez dit, c'est ça? Ou énorme, je ne sais plus. Chef de patron de presse. Il va falloir revoir ce que je m'entraînerai. Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futura école des métiers de demain dans les industries créatives, donc entrepreneuse aussi. Et très bonne école, si je peux me permettre. Excellente école. On va envoyer nos enfants et espérons que... Une école qui débouche sur l'emploi, c'est ça l'objectif. Ah bah ça c'est bien. Oui. Et tout de suite, donc, le coup de gueule, coup de cœur, pour la force de dissuasion française, Philippe. Les Vraies Voix Sud Radio. Oui, c'est un coup de cœur pour une info passée inaperçue. L'essai réussi cette semaine du dernier missile nucléaire intercontinental français, le M51-3. Ce n'est troisième version, ce n'est pas officiel que c'est le 3, mais a priori c'est bien le cas. Ça s'est passé en baie d'Audierne, au large du Finistère, et c'est, si on en croit le ministère de la Défense, un succès total. Ce missile a été tiré du sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Terrible, sans charge nucléaire, mais en conditions réelles. Alors je me souviens, il y a peu, on riait sur un plateau de télé russe en disant qu'un missile Sarmat pourrait détruire Paris en 200 secondes. On ne rit pas avec l'apocalypse, mais on peut être rassuré, nous Français, d'avoir la capacité à infliger encore plus de dégâts à un éventuel agresseur que celui-ci pourrait nous en infliger. Alors bravo à tous les hommes et femmes, ingénieurs, techniciens, matelots de la flotte, officiers mariniers et officiers pour cette nouvelle prouesse technique qui garantit notre sécurité. Une petite réaction, Philippe Bilger? Mais j'adore le patriotisme de Philippe David, ça lui donne encore plus de talent que d'habitude. Je partage. Virginie Calmels, oui. Ce patriotisme me fait plaisir. Ouais. René Chiche. Je suis tout à fait d'accord avec Virginie Calmels et Philippe Bilger. C'est tout. Vous n'êtes pas très prolixe là. Bon, je sais. mais c'est vrai que c'est une prouesse technique. On est un pays qui est capable de se défendre tout seul. Stéphanie, je n'aurais pas su en dire plus sur l'engin en question. Les Anglais ont besoin des Américains comme ils ont la double clé. Nous, on fait tout seul. Et en parlant d'engin, cher Philippe... Oh mon Dieu. Ah non, là c'est René qui est responsable. Je regrette. Non, mais blague à part, j'ai trouvé votre édito très bien. Et c'est vrai que vous avez une connaissance assez... aiguisé de ce secteur. Donc c'est vrai que... Je peux vous décrire ce missile avec ses têtes nucléaires si vous voulez. Moi je peux vous décrire d'autres missiles. Merci. Moi je peux vous décrire d'autres missiles. Bon, eh bien on va aller tout de suite retrouver non mais Félix René, Mathieu qu'est-ce qui se passe pour ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les Vraies Voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Un petit peu d'indiscipline dans ce studio ce soir, c'est la fin de semaine. Félix, c'est une information qui a été donnée ce matin sur Sud Radio et qui est très reprise par la presse étrangère. La Zara représentera bien la France pour l'Eurovision à Liverpool. Évidemment, mais ça n'allait plus complètement de soi depuis quelques jours. 2 événements avaient pu en faire douter. Il y a 6 jours, la chanteuse québécoise avait consterné une partie de l'organisation en se plaignant sur Instagram de l'hôtel 4 étoiles dans lequel elle était logée à Amsterdam. Hôtel insalubre, avait-elle dit. Puis elle avait fait faux bond en dernière minute lors d'un concert, toujours à Amsterdam. Un concert lié à l'Eurovision, concert au cours duquel les candidats des autres pays s'étaient produits. Finalement, ce matin, la chef de la délégation française a confirmé la Zara pour la scène de Liverpool le 13 mai prochain. Alexandra Redamiel est venue l'annoncer dans l'émission Média sur Sud Radio de Valérie Expert et de Gilles Gansman. C'est une artiste, mais c'est aussi une femme, et puis c'est aussi une mère. Voilà, une maman. Et elle a un problème personnel dû à un problème de santé d'un proche qui se passe à quelques heures, je dirais même plus quelques minutes de ce show, et que elle ne peut pas monter sur scène. Donc c'est pas une diva. Que l'on se dise pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, j'entends. Mais que l'on en fasse un lynchage médiatique et qu'on aille regarder dans les détails et mélanger, fantasmer, etc. des choses pour créer autour de la Zara une espèce justement de légende, de qui est-elle une diva, est-elle ceci, etc. J'ai coupé la Zara des réseaux sociaux.
Alexandra Redamiel, directrice des divertissements et des jeux du groupe France Télévisions et chef donc de la délégation française pour l'Eurovision. Entretien dans l'émission Média retrouvée en entier sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Alexandra Redamiel qui, par ailleurs, lors de cet entretien, si vous l'écoutez, explique aussi qu'elle estime que la nationalité de la Zara, c'est-à-dire québécoise, a pu jouer dans cette hostilité ambiante autour de la candidate. C'est pourquoi elle appelle désormais à faire bloc autour de la représentation. Flagrante en France. Non, mais sur les réactions du type pourquoi c'est une Québécoise qui représente la France à l'Eurovision. Enfin, il y a une Québécoise qui a gagné pour représentant la Suisse, c'était Céline Dion, par exemple. Et une Française qui a représenté Monaco aussi. Une Française qui a représenté Luxembourg, etc. Anne-Marie David. Quand j'ai appris la nouvelle capitale de sa défection et que j'ai entendu l'excuse d'un stress émotionnel, j'ai trouvé ça parfaitement grotesque. Je me suis dit, mais le jour de la finale où l'épreuve, qu'est-ce qu'elle dira? Non. Ça vous fait encore rêver l'Eurovision, Virginie Calmel? Ça fait 46 ans qu'on n'a plus gagné. C'était Marie-Myriam en 77. Bon, moi, je vous rappelle que j'ai dirigé pendant 10 ans. Je croyais que vous n'avez pas chanté. Non, je chante sous ma douche, mais pas en public. Pendant 10 ans, en démol, qui est le leader mondial de la production audiovisuelle. Et Alexandra Red travaillait avec moi. Donc, j'ai une petite pensée pour elle. Mais la Zara, comment vous auriez géré, je ne la connais pas. Non, mais je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Je ne connais pas cette chanteuse et je ne connais absolument pas les raisons pour lesquelles finalement, est-ce que c'est un caprice de star et j'en ai géré dans ma vie, ou est-ce que c'est réellement un empêchement personnel avec et voilà, je commenterai pas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les lynchages médiatiques en général ne me plaisent pas. Voilà. René Chiche. En plus, la Zara, je ne connaissais pas du tout. Moi non plus. Je connaissais les vêtements, Zara. Je connaissais Erika Zara. Et je connaissais l'histoire la Zara aussi. Oui, exactement. Mais bon, en plus star, c'est avec le féminin de Zorro en espagnol, la renarde. Pour répondre à votre question, par contre, alors moi, ça me fait plus rêver l'Eurovision depuis belle lurette. Ah bah vous êtes comme moi. Alors franchement, parce que quand dans l'heure je regarde même plus. Ça s'est modernisé, hein. Je vous encourage, je me suis retrouvée devant. Le problème, c'est que ça coûte très cher à produire, donc en fait, je suis pas sûre que la France ait très envie de gagner. D'abord, mais en plus, dans ces cas-là, autant pas y aller parce que ça coûte beaucoup d'argent. Un dernier mot sur ça, sur l'Eurovision. Avant, on se souvenait un peu quand même des tubes. Oui. Mais là, vous savez qui a gagné l'Eurovision l'an dernier? Non. Oui, c'est qui? Non, mais la chanson, c'est les Ukrainiens. Non, mais la chanson, personne n'a dans la tête. Parce que il fallait bien que l'Ukraine gagne, forcément. En plus. Virginie Calmel, vous êtes sûr que vous chantez que sous votre douche? Tiens, on écoute un extrait. Ah bah oui. Aux yeux de lumière, qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau, beau le bateau. Et oui, ça fait 46 ans qu'on n'a plus gagné. Et mon petit doigt me dit, la pub en chantant. Et mon petit doigt me dit qu'on va pas gagner cette année non plus. C'est comme dire que le PSG va pas gagner la Ligue des Champions. Le PSG, enfin voyons. Ah bah d'accord. Le PSG va gagner. 74. On marque. Génial. 75. Ça n'a pas vieilli. C'est parti. On se retrouve dans quelques instants en direct sur Sud Radio pour la suite de l'émission et notre débat. C'est beaucoup plus sérieux, va falloir se calmer. Les murs aux frontières de l'UE sont-ils une bonne solution pour lutter contre l'immigration clandestine? Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver en direct sur Sud Radio. Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Bilger, René Chiche, Virginie Calmel. Ça fait du bien d'avoir une charmante jeune femme avec ces trois gaillards là qui... 4 avec Félix Mathieu. Pardon, Phénix Mathieu. Voilà, Phénix Mathieu. Et tout de suite, donc, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Vous regardez les actualités régionales? Tour à tour, Pinot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on avait le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je pilote. Le tour de table. De l'actualité. Et voilà le tour de table de l'actualité des vraies voix. Philippe Bilger, Patrick Buisson a-t-il raison quand il explique sur Sud Radio que Marine Le Pen sera forcément battue en 2027 ? Oui, en fait, comment dire,
pour ajouter un petit peu à mon appréciation modeste sur 2027, à tort ou à raison, avec un raisonnement, si Philippe David veut bien m'écouter... non, on m'envoie des messages pour la production. Non, n'en profitez pas pour séduire... non, c'est fichu, là, ça fait une semaine. Mais... Et où je disais que je pense que malgré ce qu'on raconte, Marine Le Pen ne sera pas élue en 2027 parce qu'il ne faut pas confondre les sondages qui sont très favorables aujourd'hui avec 2027 et l'élection présidentielle. Et deuxièmement, c'est une raison peut-être très dérisoire, c'est le fait que le nom de Le Pen la bloquera. Et dernier élément, je pense que entre-temps, on a encore 4 ans, peuvent surgir dans l'espace politique, je pense par exemple à Édouard Philippe, pourquoi pas, des gens qui battront Marine Le Pen. Et donc, j'ajoute à ce qu'a dit Patrick Buisson, qui me semblait pertinent dans l'excellente matinale de ce matin, les arguments très superficiels que j'évoque là. Je pense qu'elle ne sera pas présidente en 2027. Virginie Calmel? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ça va évidemment dépendre de face à qui elle sera au second tour. Et si, par malheur, elle devait se retrouver face, par exemple, à un représentant de la NUPES, je pense que... Et pour le coup, entre deux mots, il faut peut-être choisir le moindre, mais je pense que les Français éliront Marine Le Pen. Ah bah je vous donne un sondage qui a pris un an en 4 secondes tours. Le Marine Le Pen-Mélenchon, c'était 58-42 pour Marine Le Pen. Mais ça veut donc dire que ce scénario peut se produire et qu'à ce moment-là, elle serait présidente de la République. Et pour revenir à ce que vient de dire Philippe, pour moi, il y a une seule condition pour battre Marine Le Pen, c'est qu'on arrête des divisions et qu'on n'y arrive pas en ordre trop dispersé. Je pense qu'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui doivent se regrouper, parce que je ne crois pas à la candidature d'un Édouard Philippe plus d'un Laurent Wauquiez ou d'un Bernard Cazeneuve ou d'un David Lisnard que j'apprécie beaucoup. Je crois qu'il faut à un moment donné que des hommes et des femmes de bonne volonté construisent un programme commun pour faire front face à deux blocs énormes que sont la NUPES d'un côté et le RN de l'autre. Oui, oui, je suis assez d'accord avec ce que viennent de dire Philippe et Virginie, mais je pense pas que ce soit le nom, moi, qui va... petit peu. Oh non, je pense que maintenant les Français sont habitués à Marine Le Pen. Je pense qu'ils sont habitués à Marine Le Pen et qu'elle est un autre personnage que Jean-Marie Le Pen, le père. Mais moi, je pense tout simplement que les Français ne voient finalement... Parce que moi, je ne suis pas du tout pour la République des sondages, vous voyez. On nous a fait le coup avec Éric Zemmour en 2022, on nous a fait le coup après avec Mélenchon, on a déjà fait le coup avec Marine Le Pen en 2022. Moi, j'ai jamais cru, je suis jamais tombé dans ce panneau. Mais je pense que... Qu'est-ce que vous avez contre Pintil? Non. Comment? Non, j'avais bien compris. Mais tout ça pour dire que moi, je pense que les Français ne l'imaginent finalement pas président de la République, vous voyez. Est-ce qu'elle se l'imagine? Et elle non plus. Si, elle se l'imagine de plus en plus. Contrairement à son père. Oui, exactement. Je suis d'accord avec Philippe Bilger. On a le sentiment qu'elle se saborde à chaque fois. Jean-Marie Le Pen ne voulait pas gouverner. Ne réussit pas. Oui, alors voilà. Stéphanie. Pardon d'avoir coupé votre voix. Voilà, c'est un moment brillant, discours, fallait dire. Bon, ben non, mais complètement. On va passer au tour de table. Vous étiez déjà un peu long. J'essaie de m'exprimer, monsieur. La NUPES ne sera jamais au second tour en 2020. On a 3 minutes 20 pour faire 2 tours de table de l'actualité. Tiens, honneur aux dames, en plus, c'est un peu sur le même registre. Virginie Calmel, vous pensez qu'un accord de gouvernement avec la droite est nécessaire pour éviter d'avoir 4 ans pour rien? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Moi, je suis farouchement opposée aux majorités de projets, parce que pour moi, la politique, c'est une vision et une vision d'ensemble. Et on ne peut pas un coup dire, tiens, on va faire une majorité de projets avec des gens de gauche ou d'extrême gauche, et par exemple soutenir les thèses de monsieur Pape Diaye qui me font froid dans le dos sur l'éducation et sa charge contre l'enseignement privé sous contrat, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de scolariser ses enfants à l'école alsacienne, ce qui est pour moi le comble du cynisme. Et puis d'un autre côté, pactiser avec la droite sur un point d'immigration. Pour moi, la politique, c'est un tout, c'est une vision commune, et aujourd'hui, pardon, mais je ne vois pas comment pendant 4 ans, on peut penser
penser, pour moi c'est croire au Père Noël que de vouloir continuer avec ces majorités de projets. Donc oui, un accord de gouvernement avec la droite me semble essentiel. C'est pas vendre son âme au diable, bien au contraire, c'est droitiser Emmanuel Macron. Les Français ont voulu le droitiser, ils ont voté massivement aux législatives à droite, avec beaucoup de députés RN et moins de députés LR qu'escomptés, mais qui sont quand même nombreux. Et je pense que le seul accord de gouvernement possible, il est avec les LR. Et il me semble qu'en plus, Emmanuel Macron gagnerait au change parce qu'il aurait des gens compétents. Il y a quand même au sein de la famille de la droite des gens qui ont une expérience. Quand j'entends Jean-François Copé hier soir, Xavier Bertrand ce matin, David Lisnard qui apporte des solutions, on a des gens très compétents qui aujourd'hui sont en capacité d'essayer de sortir le pays de l'ornière, et stop à cet immobilisme dans lequel on est en train de s'enfoncer si on reste sans majorité. Voilà. Pour passer des lois, il faut des majorités et il ne faut pas essayer de mettre un coup à gauche, un coup à droite. Ça ne marche pas et ça trahit tout le monde. René Chi, je vais vous donner la parole parce que je sens que vous faites Calimero là dans votre... Pas du tout. Non, mais j'ai écouté. C'est très intéressant. Franchement, c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. C'est intéressant. Et c'est que l'intelligence, il est intéressant parce que c'est moi qui vais parler. Légèrement qu'on défend. Monsieur Bilger, Maître Bilger, ça serait l'objet d'un bon débat qu'il faudrait faire. Non, moi, c'est un petit tour d'actualité à la fois business culture. Oui, jusqu'où ira Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque, en passe de racheter Editis à Vincent Bolloré. Voilà. Bon, et on le connaît, ce milliardaire franco-tchèque là, qui est omniprésent à la fois dans les médias maintenant en France. Je ne vais pas citer tous les médias qu'il possède, ça serait trop long vu le temps que j'ai. Bon, dans l'énergie, c'est l'un des 10 plus grands fournisseurs d'énergie européens. Il a aussi 10% du groupe Casino, etc. Et là, vous savez qu'il a maintenant 25% du groupe Fnac Darty, ce qui est quand même beaucoup, et qu'il essaye de monter en puissance dans ce grand distributeur qui est Fnac Darty. Et comme j'ai fait un tour au Festival du Livre, qui vient d'ouvrir aujourd'hui, qui est l'ancien salon du livre, et vous savez que Kretinsky est en négociation exclusive avec Bolloré pour lui racheter Editis, moyennant 800 millions d'euros. Et Editis, c'est magnifique, dont c'est Plon, c'est Robert Laffont, non pas le mien, mais l'éditeur de livres, Bordas, etc. Mais maintenant, il y a un vrai problème, c'est parce que si Kretinsky veut vraiment monter en puissance dans Fnac Darty, il semblerait maintenant très compliqué pour lui de pouvoir racheter Editis. Fnac Darty étant le premier vendeur de livres en France, il y a une bronca maintenant des éditeurs qui se disent mais comment Kretinsky pourrait racheter Editis et à la fois avoir 25 voire même 40% de la Fnac Darty. Donc c'est un véritable imbroglio maintenant qui existe dans le monde de l'édition, qui a un monde de l'édition qui marche quand même en France. Les Français lisent encore des livres, quoi qu'on pense. Donc je voulais faire un petit coup de projecteur sur cet homme, Kretinsky, qui est en plus omniprésent. N'oublions pas qu'il a 5% de TF1, chère Virginie, vous qui êtes une grande pro de visuel, qui veut même monter en puissance des TF1, qu'il a voulu... Bon, voilà, j'ai tout dit. C'est tout sauf un Kretinsky. Et vous parlez pour moi le meilleur livre des 20 dernières années, Libre propos d'un inclassable. Soyons sérieux. La nouvelle librairie de Philippe Bilger. Non, là c'est trop. Bon, on terminera sur cette petite chute et on se retrouve surtout dans quelques instants pour le retour des vraies voix avec notre question débat et notre coup de projecteur des vraies voix sur les murs anti-migrants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre en direct sur Sud Radio. Nous sommes toujours avec Philippe Bilger, René Chiche et Virginie Calmel en pleine forme, tous les trois. Et tout de suite, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le Parlement européen vient donc d'adopter un texte intégrant le financement de murs anti-migrants dans le budget 2024 de l'Union européenne. La droite européenne le demande depuis longtemps. Il y a 2 ans notamment, une demande avait été déposée. Elle salue l'avancée dans la lutte contre l'immigration clandestine, Philippe. Oui, une avancée parce que la Commission européenne a toujours refusé que le budget de l'UE serve à financer ces murs. Stéphanie, rappelons d'ailleurs qu'en 2022, l'UE comptait plus de 2000 km de barrières et de murs frontaliers. Une hausse considérable par rapport à 2014 où il n'y avait que à peine plus de 300 km de barrages. Alors est-ce que pour vous, construire des murs c'est la bonne solution ou est-ce qu'il faut augmenter les contrôles aux frontières, augmenter les contrôles dans les rues? Qu'est-ce que vous en pensez? Un seul numéro pour réagir,
le 0826 300 300. Et un spécialiste de la question va se joindre à nous, à nos débats. Pierre-Henri, président de France Fraternité, qui nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir. Pierre-Henri, alors on va tout d'abord commencer par le tour de table des vraies voix. 12 pays, je le disais, le demande depuis 2 ans. C'est quand même une étape importante que ne voulait pas, que ne veut d'ailleurs toujours pas, franchir la Commission européenne. C'est un tabou qui tombe, Philippe Bilger. À partir du moment où on considère que la lutte contre l'immigration clandestine est un impératif national aussi bien qu'européen, je ne trouve pas scandaleuse la prise de conscience de l'Union européenne qui maintenant s'apprête à proposer la construction de murs pour éviter l'arrivée massive ou non d'immigrés clandestins. J'ai bien conscience que ce processus peut avoir de, comment dirais-je, de brutal et presque structurellement d'anti-humaniste, mais il faut savoir ce qu'on veut. Si on croit qu'il y a une immigration clandestine et qu'il faut s'en protéger, pourquoi pas ce moyen qui n'est qu'un outil de plus dans une politique anti-immigration qui d'ailleurs ne brille pas par ses résultats. René Chiche, il y a déjà quand même, il faut le souligner, 2000 km déjà de murs qui existent. Voilà. Et au fil des années, ça s'allonge à chaque fois. Vous partagez l'opinion de Philippe? C'est-à-dire que en fait, c'est un double message là, qui est envoyé. C'est un message, à mon avis, c'est un message à la fois de fermeté. On adresse aux citoyens un message de fermeté disant, vous voyez, on va combattre matériellement, concrètement l'immigration clandestine, mais en même temps, là, je suis d'accord, je crois, avec Philippe quand même. C'est quand même aussi un message quand même qui est qui remet quand même en cause, à mon avis, certaines valeurs humaines, parce qu'un mur, c'est quand même quelque chose de violent. Et puis surtout, est-ce que les murs sont vraiment efficaces pour contrer l'immigration clandestine? Moi, je ne crois pas, parce que les immigrés clandestins ou les trafiquants ou les migrants, etc., peuvent toujours contourner ces murs par d'autres moyens. D'ailleurs, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Il y a le fameux exemple du mur aux États-Unis. Moi, j'avais étudié un peu le dossier. Trump. Voilà, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc, il existait avant Trump. Exactement. Faut le rappeler. Absolument, tout à fait. C'est Clinton qui a commencé. Absolument, c'est Clinton qui a lancé. Virginie Calmel. Je rejoins totalement ce qu'a dit Philippe Bilger. Je pense qu'à un moment donné, si on considère qu'il est de notre devoir de se prémunir contre une immigration illégale qui, de toute façon, est très mal comprise par les populations parce que ça crée des tensions au nom de la justice, il y a un arsenal de mesures à mettre en œuvre. La construction de murs ne peut pas être l'alpha et l'oméga de cet arsenal, mais il peut être parfois dans des conditions très particulières parce que les frontières terrestres et la configuration des lieux l'exigent. Une solution, mais parmi d'autres. Le plus important, me semble-t-il, c'est d'abord d'avoir une politique coordonnée, parce qu'en fait, on n'a pas envie que, quand on parle d'immigration en France, il faut bien évidemment à un moment donné écouter les autres pays membres qui veulent, eux, se prémunir, puisque vous savez qu'avec Schengen, après, de toute façon, s'ils sont passés par un certain pays, de toute façon, ils arriveront de l'autre côté. Moi, je note que la Finlande, qui n'est pas particulièrement à droite, qui est aujourd'hui en train d'opter pour cette politique-là, alors que c'est plutôt un gouvernement écologiste. Donc on voit qu'il y a une très grosse avancée en la matière. Moi, ce qui me semble encore plus primordial que des murs, c'est de redéfinir le rôle de Frontex. Voilà, il y a une agence qui est censée avoir des moyens. Aujourd'hui, on sait que les moyens sont très faibles, qu'il faudrait doter Frontex de beaucoup plus de moyens, et que c'est plutôt, à mon sens, en renforçant et en clarifiant le rôle de Frontex qu'on arrivera de façon peut-être moins visible qu'un mur et peut-être plus efficace à résoudre ces sujets. Et puis, comme vous le savez, c'est d'abord et avant tout les coopérations entre pays, les sujets de visa, et pour autant, il faut aussi, et je m'empresse de le dire, garder le droit d'asile qui fait notre honneur quand il n'est pas dévoyé. Pierre-Henri, vous connaissez évidemment le terrain, mieux que nous tous, puisque vous vous occupez des migrants, vous vous occupez de France Fraternité, vous les gérez. Quel est votre avis sur ce sujet? Est-ce qu'aujourd'hui c'est une mauvaise nouvelle et c'est un tabou qui tombe? Mais non, mais d'abord c'est pas une mauvaise nouvelle, ce n'est surtout pas une nouvelle, parce que tout simplement ça fait 20 ans que l'Union européenne a installé, et pas simplement l'Union européenne,
à installer des murs juridiques, des murs physiques, on l'a dit tout à l'heure, 2000 km de frontières, donc ce n'est pas nouveau. Et à ceux que là, elle le financerait. Oui, mais d'accord, mais c'est pas très nouveau. En réalité, il faut faire une distinction entre la frontière et le mur. Moi, je trouve la frontière légitime parce que elle permet à un État d'exercer le régalien, de dire qui entre, qui sort, et elle offre un espace de protection. Dans le micro. Le mur, lui, il appelle à être contourné systématiquement. Et en donc réalité, pas très efficace pour vous. Et en réalité, ça a une efficacité pour les passeurs. Oui. Parce que ça va forcément renchérir le coût des routes clandestines et ça va également entraîner un certain nombre de morts. Et puis, je voudrais simplement vous dire quelque chose. Les murs, dans le monde, ils existent depuis longtemps. Vous parliez, monsieur, tout à l'heure du mur frontière entre les États-Unis et le Mexique. Date de construction 1994. Ouais. Longueur 2500 km. Oui. Personnel stationné, 21 000 gardes frontières. Est-ce que ça a réglé la question migratoire entre le Mexique et les États-Unis? Non. Si vous prenez les barbelés de Melilla à Ceuta. Alors, j'explique où c'est une enclave, deux enclaves espagnoles, Ceuta et Melilla, au Maroc. Absolument. Ça a été construit à partir de 1995. Longueur 12 km autour de Melilla et 8 km autour de Ceuta. Matériaux utilisés, des grillages, des barbelés. Il y a du personnel stationné. Bon, finalement, cette histoire, c'est une aubaine pour les industries de sécurité, mais ça ne règle aucun des problèmes migratoires qui sont dus à bien d'autres choses. Et ce que l'on peut surtout demander à l'Union européenne, c'est une politique, comme vous le disiez, madame, une politique coordonnée. Une politique coordonnée, une politique solidaire. Je regardais la position de l'Italie qui appelle à l'aide, mais elle le fait depuis très longtemps, et c'est pas simplement le gouvernement de Meloni qui le fait. L'Union européenne vient de dire, ben oui, il faudrait qu'on soit un petit peu plus solidaire avec l'Italie et qu'on accueille un peu plus de migrants. Mais voilà, la question c'est, est-ce qu'il y a une politique européenne aujourd'hui commune? Eh bien, moi, je ne le pense pas, et je l'appelle de mes voeux. D'ailleurs, je l'appelle de mes voeux sur à la fois la question du droit d'asile, sur les principaux pays d'accueil. Je l'appelle de mes voeux sur les politiques d'intégration, au passage où les États racontent des histoires parce qu'ils considèrent... Pierre-Henri, je vous coupe, on vous redonnera évidemment la parole, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auditeurs, et c'est une émission pour les auditeurs Je aussi. ne suis pas étonné que ça réagisse. Voilà, alors on va aller demander à notre auditrice fil rouge de la soirée, Muriel de Béziers. Vous écoutez ces débats, qu'est-ce que ça vous évoque, Muriel? Quelle est votre opinion? Ben moi, je suis plus sur la ligne de Virginie Calmel. Construire un mur, on n'est pas Trump, déjà une, et puis ça coûte de l'argent. Mais c'est pas Trump qui l'a lancé, c'était Clinton. Hein. Comment? Mais c'est pas Trump qui l'a lancé, c'était Clinton. On l'a juste. Oui, on l'attribue beaucoup à Donald Trump parce qu'il a beaucoup communiqué dessus, mais c'est vrai qu'il date d'avant. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que d'abord, je pense que l'argent peut être utilisé différemment. Si déjà on renforçait Frontex, on leur donnait les moyens, et puis qu'on interdise les sauvetages en mer, je suis désolée, mais là aussi, et qu'on aille dans les pays où c'est les gens qui viennent chercher, faire payer ces pauvres gens qui croient aller dans l'Eldorado, voilà, il faut agir là-dessus. Quant à construire des murs, les murs sont contournables, voilà, donc non, c'est quelque chose qui me... Et pourtant, je suis étonnée, je crois que c'est François Bellamy,
Oui, François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy, c'est ça. Oui. Qui est à l'origine. Enfin, j'ai lu un article. Entre autres, c'est toute la droite européenne. La droite se félicite. Oui. Voilà. Et la droite qui applaudit. Et je suis de droite, donc quelque part, vous voyez, sur certains points, moi je suis pour Frontex et puis mettre vraiment le paquet aux frontières de tous les pays qui le souhaitent, bien sûr, pour arrêter. De toute façon, à un moment donné, on ne pourra pas stopper les migrations. Avec le climat, avec plein de choses. Ils crèvent la dalle chez eux. Donc, à un moment donné, c'est pas possible. Oui. Ils arriveront toujours. Et comme il y a des bonnes âmes charitables, ce que je peux comprendre aussi, hein, mais s'ils vont les récupérer, ils se disent, on tente le tout pour le tout. Voilà. Alors, Philippe Bilger, avant de redonner la parole. Merci Muriel. Merci, oui, Pierre-Henri, une double interrogation. Est-ce que je me trompe, pour avoir eu la chance de vous entendre à plusieurs reprises à Sud Radio, je constate, est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution dans votre pensée? Vous n'êtes pas hostile à la lutte contre l'immigration clandestine. Premier point. Et ma seconde interrogation, si je comprends bien, et c'est un avis que je vous demande, le mur, c'est une initiative, à votre avis, purement symbolique, qui n'aura pas l'ombre d'une efficacité. Vous savez, l'opinion, elle est aussi construite par la parole publique. Et donc, il y a une espèce de demande de l'opinion publique de se protéger contre les migrations, parce qu'en permanence, ce thème est instrumentalisé. Moi, je considère que nous avons un devoir d'accueil. Mais ce devoir d'accueil, il se fait avec un certain nombre de règles. Si les personnes ne correspondent pas aux règles, à partir de ce moment-là, le retour, s'il est possible, doit être envisagé. Mais je suis venu avec un graphique. Alors, je ne peux pas le montrer à l'antenne, mais ce graphique... On est filmé, vous pouvez le montrer pour ceux qui ont l'air profil. Mais j'ai un certain nombre de notes autour. Ah bon, d'accord. Mais peu importe. Simplement, ça émane de l'Union européenne et de Frontex qui précise et quelles sont les nationalités qui ont franchi irrégulièrement les frontières de l'Union européenne. Et vous voyez la Syrie. Il me semble que la Syrie n'est pas un pays au long fleuve tranquille. Vous avez des Afghans. Alors, vous avez ensuite des Guinéens, des Somaliens, des Pakistanais, des Ivoiriens, des Iraniens, des Turcs. Des Turcs, quand on dit des Turcs, en fait, on parle évidemment de la population kurde. Ce que je veux simplement vous dire par là, c'est qu'un certain nombre de gens qui arrivent à nos frontières fuient un certain nombre de situations de persécution. Et celle-là, on doit les protéger. Mais pour les protéger, ça s'appelle le droit d'asile. Mais pour les protéger, il faut les laisser rentrer, hein, parce que sinon, on ne peut pas dire a priori, on vous bloque. C'est pas possible. Donc il faut un système d'accueil performant qui regarde les situations aux frontières. Et c'est pour ça que plutôt que Frontex, moi je souhaite qu'il y ait une force européenne qui s'appelle Protection. Voilà, Protect, à côté de Frontex, d'ailleurs, pourquoi pas. Rappelez exactement le principe de Frontex à nos auditeurs. C'est tout simplement la surveillance des frontières extérieures. Et évidemment, les moyens manquent. Enfin, je vais juste vous raconter une anecdote. J'étais en Grèce au moment de la grande arrivée des Syriens en 2016. À Lesbos, notamment. Voilà. Et je voyais 4000 personnes qui arrivaient par jour. On se demandait évidemment où était l'Union européenne et où ils allaient aller. Ils étaient bloqués sur l'île de Lesbos par les autorités européennes qui mettaient environ 6 mois pour les rapatrier dans un autre pays européen. Et à côté de ça, vous aviez des agences de voyage qui leur disaient, en une semaine, vous rejoignez le continent européen, un autre pays européen. Et évidemment qu'il faut des réponses publiques. Et pour finir, je n'ai pas évolué, j'ai toujours été sur une position concernant des politiques publiques équilibrées. Voilà. Ça appelle beaucoup, Philippe, on va aller retrouver un auditeur, Frédéric, qui nous vient d'Arcachon, c'est bien ça. Frédéric, vous voulez prendre part au débat?
Oui, je voulais dire quand même que, sans faire de jeu de mots, mais des murs efficaces, on a connu. Hein. Moi, j'ai connu étant jeune, malheureusement, le mur de Berlin et la ligne de démarcation qui coupait l'Allemagne en deux depuis la mer du Nord jusqu'à la Tchécoslovaquie. Croyez-moi, personne passait, pas grand monde, et le peu qui sont passés, bon. Donc, quand on veut faire un mur efficace, on peut le faire. Hein. Il y a eu des preuves dans l'histoire. Bon, pour le reste, moi, je pense qu'on ne peut pas accueillir des gens comme ça. Hein. Oui. On fait des demandes préalables. Hein. On étudie chaque dossier des personnes qui demandent asile. Si ce sont vraiment des réfugiés politiques, à ce moment-là, c'est autre chose. Mais il y a combien réellement de réfugiés politiques? Faut pas prendre. Vous comprenez? On met là-dedans. Tout est bon. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc on peut pas rester comme ça. Est-ce qu'on a des chiffres précis? On a des chiffres. Mais qu'est-ce que vous appelez un abus du droit d'asile? Des pays qui ne sont pas en guerre, où les gens viennent en France et disent voilà, moi je suis réfugié politique, et ils ne sont pas du tout réfugiés politiques. Pardon, mais vous le savez, en France, on a accueilli à certains moments des Albanais qui, par exemple, étaient absolument refusés en Allemagne. Donc, quand on parlait de coopération, il y a une logique normalement à considérer de façon unanime en Europe. Quels sont les pays? Et quand vous citez des Afghans, des Syriens, etc., ça, c'est le droit d'asile tel que tout le monde, je crois, qui a un cœur, a envie qu'il soit. Oui, on a plus de 100 000 demandeurs d'asile par an, et on sait que sur ces 100 000, il y a vraiment un abus, en fait. Malheureusement, il y a un dévoiement du droit d'asile. Donc il faut se battre pour maintenir le droit d'asile, parce qu'il me semble que c'est l'honneur de la France. Mais il faut aussi arriver, et c'est pour ça que c'est ni des murs, ni Frontex, mais plutôt de la coopération avec les pays. Regardez, en France, nous, on n'a pas les mêmes... Votre camembert, il n'est pas français, il est européen. Parce qu'en France, on a une immigration qui est d'abord et avant tout venue de l'Afrique, et tout principalement de l'Afrique du Nord. Il faut qu'on ait... Et qui est allé chercher ces refaisons pas l'histoire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'accord de coopération avec ces pays. C'est-à-dire qu'on finance du développement et on ne... Non, mais ça fait partie de la lutte contre l'immigration illégale. C'est de pouvoir avoir des coopérations avec les pays d'où viennent ces personnes pour pouvoir les renvoyer le cas échéant. Mais vraiment, moi, je tiens dans ce débat à bien séparer ce qui est du droit d'asile et ce qui est de l'immigration illégale non justifiée, en tout cas, par les notions de droit d'asile. Vous pouvez rester jusqu'à 19h? Oui. Et bien vous restez jusqu'à 19h. Voilà. Avec grand plaisir. Vous répondrez après parce qu'on est très en retard. À tout de suite. Il faut vivre. Hein. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre en direct sur Sud Radio. On poursuit notre coup de projecteur sur le Parlement européen qui vient d'adopter un texte intégrant le financement des murs anti-migrants dans le budget de l'Union européenne. Débat nourri dans ce studio. Virginie Calmel en grande conversation, pas forcément d'accord avec Pierre-Henri, président de France Fraternité. Et René Chi, je voulais justement aussi interpeller Monsieur Henry. Alors court, parce qu'on a Simon qui nous attend comme auditeur. Bon, alors court, non, je ne vais pas l'interpeller, ça va être trop long. Sinon, je voulais juste dire qu'il y a quand même 330 000 entrées irrégulières en 2022 dans l'Union européenne et qu'il n'y avait que 21% des décisions de retour qui sont effectives. Donc là, il y a peut-être un problème aussi des gouvernements. Est-ce que les gouvernements ne sont pas suffisamment faibles justement pour... qu'est-ce que je comprends? Parce qu'ils ne mettent pas en pratique en plus tous les leviers qu'ils pourraient avoir à leur disposition, c'est-à-dire l'aide au retour, les accords de développement, etc. En 30 secondes, parce qu'on a un auditeur qui a... Oui, alors c'est très difficile de répondre en 30 secondes. Manifestement, il y a des échecs autour des politiques d'éloignement, puisqu'il y a... Mais cet échec... C'est aussi, en tout cas pour la France, une politique tout azimut de délivrance d'ordonnances à quitter le territoire sans même regarder la situation des personnes. Et donc, et nous sommes les seuls à faire ça. Si je regarde avec, par exemple, l'Allemagne c'est 50 000 OQTF, mais c'est près de 50% de reconduite. En France, il y a près de 120 000 OQTF et on est à 17 000 reconduites. Et pourquoi? Parce qu'on lance un filet comme ça et franchement c'est une politique administrative qui est absurde. Voilà, c'est tout. Donc revoyons tout. De fond en comble. On va aller voir Simon, notre auditeur. Bonsoir, Simon. Je ne sais pas d'où vous venez. Vous venez d'où? Perpignan. Voilà. Perpignan. Alors.
Oui, bon, mais déjà, pour l'histoire du mur, faudra qu'on m'explique comment on érige un mur au bord de la Méditerranée. Hein. Oui. Déjà, c'est parce qu'on sait très bien que c'est là où les flux migratoires sont les plus importants. Après, je rejoins ce que a dit votre intervenant au préalable concernant l'administration. Les OQTF avec une résidence, parce qu'ils ont été pris à un endroit et sans être résidents officiellement, puisqu'ils ne sont pas de toute façon résidents. Bon, c'était un coup d'épée dans l'eau. Hein. De toute façon, les OQTF, si c'était vraiment des OQTF, ça devrait être appliqué non pas à 50%, mais à 100%. De toute façon, il faut revoir la politique effectivement migratoire et les accords entre les pays. Comment des pays comme l'Algérie, le Maroc et la Tunisie peuvent s'opposer aux autorisations consulaires de renvoi. Ils sont bien contents de se débarrasser normalement de cette population-là. Donc ils ne veulent surtout pas les reprendre, alors que nous, on est les premiers à reprendre nos ressortissants, même s'ils ont commis des choses répressibles. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc il y a quand même des anomalies. Et puis il faut de toute façon renforcer le contrôle aux frontières et les demandes d'asile et toutes les demandes, quelles qu'elles soient, et les arrivées doivent se faire sur le pays du ressortissant. Parce qu'une fois que les migrants ont mis les pieds sur le territoire, sachant que notre territoire est particulièrement attractif avec toutes les aides sociales... Comment vous faites pour déposer une demande d'asile depuis l'Afghanistan ? Enfin, madame. Mais l'Afghanistan, encore, on est sur du droit d'asile classique. Pardon, mais... évidemment, moi je parle en général, je ne parle pas pour des pays spécifiques. C'est très facile de citer des pays sur lesquels effectivement c'est complexe, mais il y a des pays, ne me dites pas que l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, c'est compliqué. Mais madame, voilà. Monsieur, pardon, décidément je ne vais pas y arriver. Franchement, les demandes d'asile en provenance de Tunisie, elles sont de quelques centaines, et elles sont pour un motif très précis, très précis, pour délit, parce que c'est comme ça, d'homosexualité en Tunisie, en règle générale. Donc voilà, il ne faut pas non plus se raconter des histoires. L'histoire de la Tunisie, du Maghreb... Pierre-Henri, justement, des pays du Maghreb. Oui. Quel pourcentage finalement d'immigration en France ? Mais les plus grandes communautés étrangères régulières en France sont les communautés algériennes, tunisiennes et marocaines. Et pourtant, vous venez de dire que le droit d'asile était minime là-bas. Mais ça n'a rien à voir. Le droit d'asile, c'est un droit qui est régi par une convention internationale et sur des motifs de persécution. Donc voilà, et je précise ici et à cette antenne que il y a un office qui est chargé de donner ou pas le statut, avec une instance de recours qui est une juridiction administrative qui est la Cour nationale du droit d'asile. Et le taux d'acceptation est entre 36 à 40% des personnes qui se présentent. Merci beaucoup Pierre-Henri, président de France Fraternité. Merci à vous. Merci de votre invitation. Je voulais vous donner la c'était parole. Court, hein. Parlons. Ça dure une demi-heure. Vous avez fait du rap. Ah bah ouais, mais alors il faut me réinviter. Bon, merci à tous. En tout cas, c'est la fin de ces vraies voix. Eh ben, merci à vous. Vous avez passé une bonne semaine avec nous. Excellente. Et je souhaite un excellent retour à Cécile de On la Minibus. retrouvera mardi parce qu'elle prend un peu plus de vacances lundi. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Philippe Birgère. Merci Virginie Calmel. Merci René Chiche. Merci Pierre-Henri. Merci Stéphanie. Vous avez fait une très bonne première semaine. Merci beaucoup. Tout de suite, on va parler football. 32e journée de Ligue 1. Ah, et il y a deux grands matchs. Bon, si vous voulez, il y a deux grands matchs. L'Olympico notamment et un Monaco-Lens.